C'est Manuel Bompard qui est avec nous, directeur de campagne législative pour la France Insoumise, l'architecte de l'accord. Bonjour. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. C'est vous le grand architecte alors qui avait réussi ce tour de force. Le grand architecte, je sais pas, hein, j'étais responsable des négociations pour la France Insoumise. Bien sûr, j'étais à la tête d'une équipe. On était une dizaine de personnes à avoir conduit ces discussions. Et je suis pas le seul architecte. Pour qu'un rassemblement soit possible, il faut que la formation politique qui était arrivée en tête à l'élection présidentielle, la France Insoumise, le souhaite, mais il faut aussi que les autres en soient d'accord. Donc j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs architectes, mais en tout cas, je suis satisfait du résultat. Vous avez vu ce qui s'est passé au Parti Socialiste? On va vous remontrer la séquence là. Olivier Faure qui annonce l'accord là. On regarde avec vous puis on écoute. Allez. Mais très bien, si tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout. Alors, Olivier Faure, il se fait siffler. Tu nous insultes, lui lance des militants socialistes. Qu'est-ce que vous répondez à ces militants socialistes qui se sentent insultés par l'accord passé avec vous alors? Je crois pas que ce soit insultant de dire qu'on est en capacité de se regrouper autour de contenus programmatiques qui historiquement sont plutôt d'ailleurs des contenus programmatiques qui avant en tout cas ont été portés par le Parti Socialiste. Quand on dit la retraite à 60 ans, c'est le Parti Socialiste qui a mis en place la retraite à 60 ans dans, mais c'est lui qui l'a allongé. Bien sûr, c'était il y a longtemps. Qu'il a allongé avec Marisol Touraine et François Hollande. C'est vrai, mais je pense que ce qui s'est déroulé dans cette séquence depuis une dizaine de jours, c'est que le Parti Socialiste a tourné le dos au bilan de François Hollande et a essayé de se réinscrire dans l'histoire qui était peut-être la sienne préalablement. Bon, mais du coup, alors, cet accord, il veut dire quoi? Que dans toutes les circonscriptions de France, il y aura un candidat qui sera sous la bannière Nouvelle Union Populaire Écologique et Vous le Sociale. prononcez comment? NUPS. Moi, je l'appelle NUP, Nouvelle Union Populaire, ça me va. D'accord, c'est ça. Ouais, bien sûr, ça veut dire que sur l'ensemble des circonscriptions du pays, alors dans cette discussion, on s'est concentré sur les discussions sur la France métropolitaine, les Français de l'étranger, c'est 546 circonscriptions, et sur ces 546 circonscriptions, on s'est mis d'accord sur l'idée qu'il y aurait effectivement qu'un seul candidat ou une seule candidate, porteur d'un programme qui sera un programme partagé, donc un programme qu'on aura en commun, et ce qui permettra d'envisager une présence de ces candidats au deuxième tour dans plus de 400 circonscriptions. Mais tout à l'heure, on avait ici au 32-16, un électeur France Insoumis qui disait hors de question pour moi, hors de question pour moi, s'il me colle un électeur socialiste, je vote pas pour lui. Et puis on avait une socialiste pur jus, 70 ans, mitterrandienne dans l'âme, qui a dit mais hors de question, je ne partage pas les mêmes valeurs que la France Insoumise. Écoutez, les sondages qui sont publiés depuis quelques jours démontrent qu'à plus de 90% des sympathisants de gauche sont d'accord avec la démarche la démarche qu'on a constituée. Donc après, moi, c'est pas l'étiquette du candidat qui m'importe, c'est de savoir ce qu'il porte. Et alors, quel sera le programme? Bien sûr qu'il y a un programme partagé. Quand est-ce qu'il va arriver ce programme? On est en train de le travailler. Pour l'instant, il y a quelques marqueurs programmatiques sur lesquels on s'est mis d'accord. La retraite à 60 ans, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, la planification écologique, donc c'est la votre programme. 6e République. Non, c'est pas tout notre programme. Mais c'est le programme de Mélenchon. Mais en tout cas, c'est clair que le regroupement, il se fait autour de l'orientation qui a été portée par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Ça, c'est vrai. Donc l'architecture, ce sera le programme de Jean-Luc Mélenchon essentiellement. C'est la base, c'est le socle. Et puis ensuite, autour de ça, on travaille. Non, le PS, il peut aussi apporter des éléments dans ce programme. Il y a des points sur lesquels il y a des désaccords, on n'est pas obligé de les traiter. Bon, on a fait en sorte de faire quelque chose d'intelligent. Pourquoi on le fait? Parce que l'objectif, c'est pas de témoigner, c'est pas d'aller constituer le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est d'être majoritaire. L'objectif, c'est d'être majoritaire. D'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il faudra avoir pour ça, il faut plus de 280 élus. Il faut plus de 289, oui. Vous pensez que vous aurez 289 écoutez, je vois les sondages qui sont tombés depuis le début de la semaine. Le bloc qu'on a constitué, il est sondé autour de 35-36%. La dernière fois, en 2017, Emmanuel Macron, il a fait 33% et il avait la majorité absolue des députés à l'Assemblée nationale. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible cette fois. Donc oui, c'est ça notre objectif, gagner, appliquer notre programme, changer la vie des gens dans quelques semaines. Mais je me mets à la place quand même des électeurs qui disent mais là on me demande de voter pour un type, si par exemple c'est un électeur socialiste ou d'un programme, moi je suis pro-nucléaire, je suis pour la sécurité, avec un Jean-Luc Mélenchon qui lui veut désarmer la BAC, qui veut plus de centrales nucléaires. Vous comprenez que les électeurs puissent être paumés quand même. Écoutez, là, sur le cœur, sur 95% des propositions des différents candidats de gauche à l'élection présidentielle, il y avait des points d'accord. Après, je conteste pas, il y a des éléments de divergence, on va continuer à les travailler. Et puis sur certains sujets, chaque élu, il conservera sa liberté de vote. Je vais pas demander aux communistes d'être pour la sortie du nucléaire comme moi. Ils le sont pas, ils l'ont dit pendant la campagne présidentielle.
les députés c'est bizarre communistes. de dire on fait l'union et puis de laisser la liberté de vote. Quand c'était pas l'union, vous me disiez vous êtes pas capable mais de vous mettre d'accord. Et maintenant je vous dis on se met d'accord sur l'essentiel des points. Et ben je pense que c'est une bonne nouvelle quand même. Vous avez liquidé le PS? Non, l'objectif c'est pas de liquider qui que ce soit. L'objectif c'est de se regrouper pour être en capacité de gagner. Franchement, les affaires d'appareil, ça intéresse pas beaucoup les gens. La question c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre dans quelques semaines pour changer la vie des gens. Il y a des gens qui, au moment de l'élection présidentielle, se sont dit si Mélenchon est élu, on va bloquer les prix. Je vais pouvoir avoir le carburant que je paye moins cher. Je pourrais partir à la retraite à 60 ans. Mon SMIC va augmenter. C'est ça les sujets qui c'est sont la posés. revanche de Mélenchon sur le PS. Mais non, mais ça c'est des affaires de interne, de politique. Moi, c'est la réalité. Non, ce qui Il intéresse n'y a pas les de gens. revanche de Mélenchon sur le PS. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va faire pour les gens. Et le programme, ils l'auront quand, les gens? Ils l'auront dans quelques jours. C'est-à-dire quelques jours? Je pense au milieu de la semaine prochaine. Mercredi prochain, il y aura Au plus tard. Au plus tard, mercredi prochain, le programme du NUPES. Bien sûr. Ouais. Mais comment allez-vous rassurer? Écoutez, on a entendu notre auditrice tout à l'heure. Vous savez, il y a des marqueurs très importants au niveau idéologique. Alain parlait du nucléaire, Alain parlait de l'Europe, mais il y a un sujet majeur dans notre pays, dans la France républicaine, qui s'appelle la laïcité. Comment allez-vous rassurer des électeurs PS, vraiment des représentants de cette vieille gauche républicaine laïque, que vous n'êtes pas un allié des islamistes? Comment allez-vous rassurer les gens? Je ne vous accuse pas. Mais si, les gens ont peur. Un petit peu, mais c'est pas grave. Il va manger une tranche de jambon devant nous déjà. Je vais vous répondre de manière extrêmement. Mourad, ne méprise pas les gens qui s'inquiètent. Mais attendez, moi je vous réponds de manière extrêmement simple. Dans ce programme partagé, il y aura la stricte application de la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire. On est d'accord, on en a discuté avec les socialistes. Le reste, c'est des procès médiatiques. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose comme mesure concrète? On propose d'appliquer la loi de 1905 qui régit la laïcité en France sur l'ensemble du territoire national. On propose même un programme qui est sans doute le plus ambitieux en matière de laïcité, puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui des départements dans lesquels la loi de 1905 ne s'applique pas, c'est notamment le Concordat. On propose d'abroger le Concordat. Non mais attendez, vous voulez me parler de la laïcité, je vous parle de laïcité. Je propose d'appliquer la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Et les socialistes sont d'accord avec moi sur ce sujet. sera candidat? Ça on va voir, il y a eu des investitures, en tout cas il est pressenti pour être candidat. Oui, dès qu'une personne issue de l'immigration veut se présenter aux élections législatives, non, c'est pas trop facile. Ça donne lieu tout de suite à des procès, à des propos d'ailleurs très désagréables. On va voir, c'est pas sûr qu'il soit candidat. Non, mais c'est parce que c'est demain qu'on annoncera un certain nombre de nos investitures. Et c'est bien en tout cas, c'est lui qui est pressenti pour être candidat sur cette circonscription. Et je l'assume. Et j'ai pas de problème à le dire. Pour vous, il doit être candidat. Bien sûr. D'accord. Écoutez, c'est un jeune homme qui a peut-être fait des bêtises comme tout le monde, qui a peut-être dit des choses que j'aurais pas dit, mais c'est un. Il est jeune. Il est jeune. La question, c'est de savoir s'il est d'accord avec le programme. Vous critiquez Éric Zemmour qui était condamné et Tahabouaf qui a été condamné. D'abord, c'est pas de problème qu'il soit candidat. Non, d'abord, c'est pas la même condamnation. D'abord, c'est pas du tout la même condamnation. Tahabouaf a été condamné effectivement parce qu'il a tenu une injure. Il a fait appel. D'accord? Et malheureusement, il y a d'autres personnes qui ont tenu des injures. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais si maintenant, parce que quelqu'un a dit une bêtise une fois alors qu'il avait 22 ou 23 ans, il peut plus être candidat toute sa vie aux élections législatives, on va avoir un certain nombre de problèmes. La question, c'est est-ce qu'il est d'accord avec notre programme? Je crois que c'est le cas. Et dans ce cas-là, c'est un très bon candidat. Sur toutes les investitures, tout est arrêté, tout est bouclé? Non, pas tout, mais quasiment tout, ouais. On a, dans les négociations qui ont eu lieu, il y a eu donc une répartition des circonscriptions. Et en ce qui concerne la France Insoumise, à peu près toutes les candidatures sont déterminées. Combien vous en aurez, la France Insoumise? C'est à peu près un peu plus de 300 circonscriptions pour des candidats issus de la France Insoumise. 70 circonscriptions pour des candidats issus du Parti Socialiste, 100 circonscriptions pour des candidats issus d'Europe Écologie Les Verts et 50 circonscriptions pour des candidats issus du Parti Communiste. Et là où il y aura refus là où il y aura dissidence, qu'est-ce que vous ferez alors? Les statuts des différentes organisations politiques prévoient que si on se présente contre un candidat qui est soutenu officiellement par son parti, on en est exclu. Donc je pense que c'est ce qui se produira. J'ai entendu d'ailleurs des socialistes dire hier soir que si des personnes maintenaient leur candidature contre le candidat de notre rassemblement, ils ne seraient plus membres du Parti Socialiste. C'est ce qu'a dit Olivier Faure. C'est ce qu'il a dit. Alors, tes questions, Thomas Porcher, Mourad Boudjal, Sarah Salman. Alors déjà, je trouve que le fait que la France Insoumise, grande gagnante quand même de l'élection présidentielle, tende la main au parti perdant qui avait quand même des scores très faibles, je trouve que c'est une bonne chose. Ça, contrairement à 2017, c'est une bonne chose. La deuxième chose, je tiens quand même à vous féliciter d'avoir mené parce que pour avoir fait quelques réunions à l'époque de ma moindre carrière politique, je pense qu'il faut avoir les reins solides parce que des réunions longues avec des gens qui ont l'habitude de discuter de ça, c'est vrai, l'Europe Écologie Les Verts a quand même réussi à avoir des ministres avec le Parti Socialiste, même quand ils pesaient pas grand-chose, ces gens qui sont habitués quand même à négocier très durement. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, quand même, je pense pour une grande partie des sympathisants, des militants, des gens qui s'intéressent vraiment au fond,
on a l'impression là que c'est pas une union populaire pour l'instant, c'est une union des partis de gauche. C'est une union des partis de gauche. Et là, la campagne va commencer. Et là, cette campagne est en majorité aussi locale, à 50% locale, à 50% nationale, on va dire. Et là, il va falloir vraiment transformer cette union de gauche en union populaire. Et là, c'est le prochain défi, moi, je pense, qui attend cette alliance finalement de gauche. Ah, c'est vrai, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, dans les discussions qu'on avait avec les autres organisations politiques, nous on a dit depuis le début, on vous propose pas seulement un accord électoral, on vous propose un accord programmatique, donc sur un programme partagé, j'en ai parlé, et un accord stratégique. Et l'accord stratégique, c'est que il s'agit pas de construire seulement un tête-à-tête entre les organisations politiques. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des figures syndicales, associatives, des personnalités engagées dans la société qui décident de s'engager en politique autour de nous. Et d'ailleurs, vous le verrez, on va le mettre en place, puisque dans l'accord qu'on a signé, on a décidé qu'on allait mettre en place un parlement de cette nouvelle union populaire dans lequel, à moitié, ce seront des membres des organisations politiques et la deuxième moitié, ce seront des personnes qui ne sont encartées nulle part et qui ont envie de s'engager dans ce projet. Mais vous avez raison, c'est un essai qui reste à transformer. En tout cas, on travaille dans cette direction. Notre volonté, c'est pas de faire une union de la gauche traditionnelle, c'est de faire une nouvelle union populaire, c'est à ça qu'on travaille. Mourad Boudjelal. Moi, je voulais vous parler de la France entrepreneuriale, qui est inquiète. Si la France insoumise est amenée à prendre le pouvoir, et je voudrais que vous la rassuriez. Vous voyez le monde. Quand vous dites qu'il faut augmenter le SMIC, on est tous d'accord. Mais vous voyez ça par le prisme du CAC 40. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez le petit patron qui a 2 salariés ou 3 salariés, qui prend des risques, qui a un bilan qui est à peu près équilibré, un coût négatif, un coût positif. Comment il va faire dans son modèle économique pour augmenter le SMIC? Est-ce que vous voulez décréter une loi pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le carnet de commandes? Je vais vous répondre, vous allez voir. Franchement, je vais vous dire... Sans modifier le modèle économique du coût du travail. Je suis très content de votre question. Moi, j'assume de dire ici que je considère que le programme de la France Insoumise et le programme partagé qu'on va porter ensemble, c'est sans doute le meilleur, y compris pour les entrepreneurs et pour les petits patrons. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que quand on dit on va faire la planification écologique, quand on dit on va relancer l'activité économique, à la fin, c'est du carnet de commandes aussi pour les petites et les moyennes entreprises. Ensuite, je vous réponds sur la question du SMIC, il n'y a pas de problème. Sur la question du SMIC, oui, on considère aujourd'hui qu'avec un SMIC, on vit pas suffisamment bien dans ce pays et qu'il faut l'augmenter. Par contre, il est clair que la charge de l'augmentation du SMIC, elle peut pas porter uniquement sur ou exclusivement sur les petites et les moyennes entreprises. Et donc, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a l'idée de mettre en place une forme de caisse de péréquation financière pour que justement la charge elle soit plutôt reportée sur les grands groupes et qu'il y ait une caisse dans laquelle on répartit l'effort sur les grands groupes et pas sur les petites et les moyennes entreprises. Donc vous voyez, on a réfléchi à cette question de la même manière. Bien que moi, l'impôt sur les sociétés, de faire de l'optimisation fiscale, voire même de l'évasion fiscale. Les grands groupes, oui, bien sûr. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est eux qui doivent assumer la charge, c'est pas les petites et les moyennes entreprises. Je vous dis simplement aujourd'hui comment augmenter le SMIC sans modifier le modèle économique du coût du travail. Mais franchement, je crois vous avoir répondu. Comment augmenter le SMIC dans un pays où toute la charge, toute la fiscalité repose sur le coût du travail? Alors moi d'abord, je suis pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic, mais on pourra en reparler. Mais je crois qu'à la question concrète que vous avez posée, j'ai répondu. Quand vous donnez 1200 € à un salarié, sans la loi Fillon, combien ça vous coûte? Quand je donne 1200 € à un salarié, combien ça vous coûte? 4000. Non, ça vous coûte 20% de charges salariales supplémentaires, grosso modo 20-22, et 40% de charges patronales. On est environ entre 60 et 65% de charges en fonction du secteur d'activité. Oui, moi je comprends pas votre question là. Mais je l'ai pas encore posée, donc c'est normal que vous la compreniez pas. Est-ce que vous pensez pas plutôt que ces 65% seraient plus intelligents à être reversés aux salariés et que la fiscalité soit appliquée sur la consommation de façon à ce que nous payions des impôts plutôt en consommant qu'en travaillant? Et peut-être revenir à un modèle économique comme ça, ou ce modèle qui est en place, qui est hyper sécuritaire, mais qui fait qu'aujourd'hui, le coût du travail est quasiment minime pour chaque salarié avec un SMIC très bas. Carbone, toi, t'es pour tout. Alors, allez-y, Manuel Bompard. Moi, je vais répondre à plusieurs questions. Premièrement, votre première question, c'était de savoir comment on faisait en sorte de rendre possible l'augmentation du SMIC pour les petites et les moyennes entreprises. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la solution que j'ai proposée, mais j'en ai proposé une solution. On est d'accord pour augmenter le SMIC. Oui, mais je vous ai aussi dit qu'on proposait de mettre en place un dispositif qui permettait que cette augmentation soit impacte davantage les grandes entreprises, les grands groupes, plutôt que les petites et les moyennes entreprises. Ça me paraît être une proposition intelligente, si on sort des caricatures entre nous. Deuxièmement, sur la question que vous avez posée, moi, j'utilise pas le terme de charge, parce que les cotisations dont vous parlez, c'est des cotisations qui permettent de financer nos retraites, qui permettent de financer notre assurance maladie, qui permettent de faire en sorte que quand on est malade, on puisse être soigné dans des bonnes conditions. Alors oui, c'est vrai, il y a d'autres pays dans lesquels on considère que les cotisations, elles sont moins importantes. Mais alors, il faut souscrire à des assurances privées pour aller se soigner.
Bah, je suis pas sûr que ça soit un modèle qui soit plus favorable pour les gens et pour les salariés. Vous savez très bien qu'en fonction de la fiscalité, à l'arrivée, il y a la consolidation des comptes et il y a marqué trésor public, quel que soit l'organisme. Donc, pour arriver à cette consolidation des comptes, on peut aller chercher les ressources ailleurs, notamment dans la consommation, ce qui me paraît beaucoup plus intelligent que dans le travail. Mais la consommation de qui? Si c'est votre proposition, c'est quoi? C'est la TVA? Vous voulez un impôt? Ouais, bah, vous voulez donc un impôt qui impacte tout le monde de la même manière? Moi, excusez-moi, je suis pour une réforme fiscale dans laquelle l'impôt il est progressif, dans lequel on fait en sorte que ce soit les plus riches qui payent. L'impôt société va augmenter. Et vous allez, non mais assumez-le, proposez que vous allez augmenter la TVA, mais je suis pas sûr que ça sera très populaire. Moi, je considère qu'il faut faire en sorte d'une réforme fiscale qui permette à l'impôt d'être plus juste et donc ça soit davantage les grandes fortunes qui soient mises à contribution. Il s'agit d'augmenter la consommation. La TVA va s'augmenter toute seule si la consommation augmente. Une question cynique. Est-ce que vous avez sauvé la trésorerie du Parti socialiste avec ses 70 circonscriptions aussi? Puisqu'il faut rappeler que c'est 1,40 € ou 1,70 € par voix, plus 35 000 € par député. Il y a de l'argent quand même en jeu. Hein. C'est ce qui fait vivre les partis, les législatives. Très bien, mais vous savez, si le Parti socialiste n'avait pas décidé de signer cet accord, il aurait présenté des candidats dans 500 ou 550 circonscriptions qui auraient peut-être fait 5, 6, 7% si on en croit les sondages, et qui auraient sans doute gagné plus d'argent que dans l'accord dans lequel on est en train de constituer. Donc vous voyez, faut pas mépriser les gens. Je pense que le choix qui a été fait par Olivier Faure, dont je salue ici franchement le choix stratégique par les militants du Parti socialiste, c'est un choix courageux. Ils se sont dit, est-ce qu'on y va pour témoigner aux élections législatives ou est-ce qu'on s'associe à un projet qui vise à faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre dans quelques semaines et qu'on puisse changer la vie des gens? Parce que quand on est militant politique, notre objectif, c'est de changer la vie des gens. Donc moi, je salue le choix qu'ils ont fait et je le méprise pas parce que je pense qu'ils ont fait un choix courageux, un choix lucide et un choix de sincérité. Et donc le programme commun, on peut dire ça? Partagé, on l'a appelé, mais au programme partagé de gouvernement. Ça ressemble au programme commun? Bien sûr, après c'est une référence. Et après, il faut dire la vérité. Le programme commun, c'est 10 ans de réalisation. On va pas en 10 jours résoudre toutes les difficultés, tous les débats, tous les sujets qu'on peut avoir. Donc on prend les choses par étapes. Mais on aura un programme partagé de plusieurs centaines de propositions. Et puis il y a des sujets sur lesquels il faudra continuer à débattre, à discuter. On s'est engagé dans cet accord à constituer à l'Assemblée nationale un intergroupe, c'est-à-dire une structure qui permettra aux différents groupes, socialistes, insoumis, écologistes, communistes, de travailler ensemble à l'avenir. Voilà, c'est ça l'état d'esprit de l'accord qu'on a constitué. Je suis très heureux qu'il soit fait et je sais que ça lève un vent d'espoir dans ce pays. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voter le 12 et le 19 juin. Le match n'est pas fini, la présidentielle, c'est pas terminé. On peut encore changer la vie des gens, ça se passe en juin. Et il l'a dit avec le poing serré. Voilà. C'est ça. Merci Manuel. Merci à vous. Merci d'être passé par les GG. Le débat va continuer sur RMC.